avez évoqué tout à l'heure un peu cette attente fébrile des Congolais par rapport à l'action de François Hollande, finalement une attente déçue. Aujourd'hui, on constate aussi que la communauté internationale a un œil sur le Congo. À Brazzaville s'est tenue il y a quelque temps une réunion, en fait, notamment pour favoriser ce dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Du côté africain, il n'y a pas grand-chose, il y a des timides points de vue, mais personne n'a s'est lancé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes ces communautés dites africaines ou encore internationales pourront en fait apporter quelque chose dans le débat politique congolais aujourd'hui? Je vous dis tout de suite, il faut craindre que l'opposition, je veux dire, accepte comme tel, disons, le texte qui a été proposé, disons, le 25 octobre dernier. Je pense que ce serait une grosse bêtise. Et ce qu'a voulu le pouvoir, c'est d'abord et avant tout, disons, poser cela pour ensuite évoluer. Parce que, au fond, l'essentiel, ce n'est pas le texte, mais ce qui va découler de ce texte. Or, à partir de ce qui a été fait, le pouvoir a démontré qu'il voulait tout simplement imposer sa loi, c'est-à-dire ce qu'il veut. Oui. Et que de ce point de vue, l'opposition telle qu'on la connaît aura un peu de mal. Mais je veux dire aujourd'hui qu'il n'appartient pas seulement à l'opposition, nous étions en train de parler de la diaspora. Nous étions en train de parler, disons, de la contre-opposition, pardon, la contre-élite. Il faudra que cette contre-élite se mette au travail. Voilà. Pour dire exactement ce qu'il faut. Par exemple, vous avez vu, quand le 20 octobre, on a parlé effectivement, disons, la désobéissance civile, je pose la question suivante. C'est quoi la désobéissance civile exactement? Parce qu'il y a plusieurs formes. Et j'ai comme l'impression que la grande majorité avait en tête, oui, la désobéissance civile, disons, sur les lèvres, mais sur le contenu, sur les formes de la désobéissance civile, disons, ils n'ont jamais réfléchi. Je vous le dis comme ça au hasard, tout simplement parce que j'ai fait des travaux là-dessus, sur ce qu'on entendait par résistance à l'oppression et désobéissance civile, et je suis convaincu que nombreux de nos compatriotes, disons, ne savaient pas exactement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait beaucoup plus travaillé sur la dissuasion que sur l'action du 20 octobre. Je précise que, avant que Hollande ne parle le 21 octobre, sur le terrain, l'opposition était déjà en train de perdre pied. Donc j'ai bien peur que dans cette histoire, on ait beaucoup plus parlé, comme nous aimerions le faire, de boucs émissaires que, disons, de nos propres défaillances. Vous savez, la communauté internationale, dans la matière, je veux dire en relations internationales ou en droit international, il y a bon nombre d'auteurs qui soulignent qu'elle n'existe pas. C'est un peu ce machin dont parlait De Gaulle. Dans une certaine mesure, parlant effectivement des Nations Unies. Oui. Et que si, justement, l'opposition continue à attendre que la communauté internationale, elle risque d'être déçue. Parce que la communauté internationale, comme on l'appelle bien souvent, vise beaucoup plus la paix que la démocratie. Parce que bon nombre pensent que, oui, d'une façon ou d'une autre, aussi bien du côté du pouvoir que du côté, disons, l'opposition, bon nombre sont encore, disons, dans l'apprentissage et qui ne sont pas aussi démocrates qu'ils le prétendent. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est bien souvent ce que pensent certains membres, certains États puissants de la communauté internationale. Donc, de ce point de vue, je pense que l'opposition, la diaspora, doit bien élaborer sa stratégie et doit moins attendre de la communauté internationale que de ses propres actions et de sa propre stratégie. Alors, j'aimerais bien que vous donniez un conseil en fait à cette opposition, un conseil un peu plus clair, puisque le dernier communiqué de l'IDC FROCAD, en fait, stipule un peu, attend de la communauté internationale qu'elle intervienne aujourd'hui un peu dans cette situation quasiment bloquée, qui est figée au Congo-Brazzaville, afin que l'international puisse débloquer la situation. Est-ce que vous pensez là aussi que c'est une attente qui reste d'être déçue, ou l'opposition devrait en fait avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, sa propre stratégie? Mais ce serait quoi concrètement, Félix Fakonapé? Sa propre stratégie, je pense qu'elle doit rester ferme sur le fait d'ailleurs que cette constitution n'existe pas. Vous savez ce qu'on vit quand même depuis 1990, mais ce n'est pas la première fois que je le dis, c'est la spirale du coup d'État. Premièrement, pour le pouvoir en place, le droit n'existe pas. Secondo, que la constitution, c'est tout simplement une mise en scène, c'est du marketing. À partir du moment où la juridiction chargée de protéger la constitution a participé elle-même à l'abrogation de cette constitution, elle a démontré que la constitution n'existe pas, en tout cas, surtout pas comme norme supérieure, norme suprême qu'il faut effectivement sauvegarder. C'est la leçon que l'on tire de ça. Mais bien plus grave, et là nous sommes dans le domaine des valeurs, cela veut dire que
très honnêtement, et je le dis, je vais dire sans tergiverser, que nous avons quand même, disons, en place un pouvoir que je nommerai un pouvoir voyou, un pouvoir sans éthique. En procédant comme il l'a fait, il a démontré qu'il se fichait pas mal des valeurs internationales, qu'il se fichait pas mal, disons, des valeurs éthiques de l'honneur ou de la dignité. Et que de ce point de vue, devant un pouvoir comme celui-là, l'opposition, mais la diaspora également, j'ajoute, la société civile doit avoir un discours clair. Le pouvoir en place est un pouvoir indigne et doit être traité comme tel. C'est ça qui permettra de désinhiber la population, nos compatriotes. Mais le discours ambigu qui consiste d'une part, vous savez, je vous rappelle un fait, j'ai écouté un jour M. Mirassa dire oui, le président Sassou Nguesso est arrivé par coup d'État, donc... Enfin, mais s'il arrive, je veux dire, en démocratie, il n'est pas président qui veut. Vous ne pouvez pas dire qu'il est arrivé par coup d'État en même temps en train de parler du président. Mais comment voulez-vous que, disons, la population vous suive avec ce genre d'ambiguïté? Où il n'est pas arrivé par démocratie, n'a pas été élu et il ne mérite pas, disons, le statut, disons, de président de la République. Il faut être clair. Le pouvoir en place a démontré que, elle ne s'occupait pas, disons, qui ne s'occupait pas, disons, de la communauté internationale. Voilà. Mais surtout pas, disons, au niveau de la communauté africaine. Hein, oui. Parce que vous connaissez la fameuse charte, disons, de la démocratie, de l'élection et de la transparence. M. Boao disait un jour que M. Sassou Nguesso a joué un rôle, disons, dans la rédaction et l'adoption de cette charte, mais quand on voit l'action, disons, du pouvoir de Ouadaville, et quand on voit également l'inertie, disons, de la Commission africaine, quel crédit faut-il accorder, disons, effectivement, à ces institutions? Elle a dénoncé les violences et appelé les acteurs au dialogue. Pas plus. Elle aurait pu être claire. Hein, par exemple, souligner que, M. Sassou Nguesso viole, disons, la charte africaine, disons, la démocratie, le dire clairement, et en tirer les conséquences pour dire, par exemple, que, voilà effectivement la mesure que nous prenons par rapport à cette violation flagrante de la charte africaine, la démocratie. On devrait être beaucoup plus concret. Ça veut dire quoi les déclarations quand on n'en tire aucune conséquence, honnêtement? Il y a une autre institution, en fait, qui a fait une déclaration quasiment... qui a fait pas mal de bruit, c'est l'OIF, en fait, l'Organisation internationale de la francophonie. Sa directrice générale, Mme Michaëlle Jean, qui avait bien déclaré que les pays qui violeraient les constitutions devraient en subir les conséquences. Et effectivement, aujourd'hui... Toujours au conditionnel. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dire d'affirmer quelque chose dont, disons, on n'a sorti pas d'une sanction. On dit que c'est la réelle politique. On sait ce que ça donne. Voilà. On sait ce que ça donne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, dire exactement, quand il y a ceci, voilà ce qui doit en découler. Oui. Voilà. Tant qu'on n'a pas lié à une déclaration, une disposition, une sanction, on parle en termes, disons, de romantisme juridique, et nous sommes bel et bien dans ce cas-là. Voilà. Vous savez, une formule bien connue, on dit la politique sans le droit, c'est la dictature, mais le droit sans la force, sans la sanction, c'est du romantisme juridique. Nous sommes bel et bien dans cette situation-là, chers compatriotes. Voilà. On va juste rester dans le cadre de ce que vous disiez. Par rapport à la Russie est intervenue aussi dans ce débat congolais. On a parlé de la France, on va parler de la Russie. La Russie qui était déjà aux côtés du Congo dans les années 70-80 et qu'il a été un peu moins dans les années 90, qui est en train de revenir en force au Congo. La Russie a apporté son soutien au référendum au président Denis Sassou Nguesso, disant clairement que le peuple congolais a choisi cette nouvelle constitution et que finalement le président Denis Sassou Nguesso avait tous les soutiens du peuple. Est-ce que vous pensez là aussi peut-être qu'au Congo se joue un peu cette pseudo-guerre froide France-Russie? Bien avant, je veux dire le mois d'octobre, bien avant le 25 octobre, je veux dire, j'ai suivi un représentant, disons, du pouvoir russe qui était au Congo et qui disait clairement que le pouvoir congolais avait le droit, effectivement, de changer la constitution comme il le voulait. Il y a eu même pire. Je cite un nom de quelqu'un, disons, de très respectable que la plupart des juristes connaissent, le professeur Glélé, qui était longtemps professeur à Paris 1, qui a participé à l'élaboration de la constitution, disons, béninoise et qui était membre de la juridiction constitutionnelle et qui interdit le changement du dispositif relatif à la limitation des mandats au Bénin, mais qui est allé dire à Brazzaville, je l'ai suivi le vendredi 23 octobre, dire, disons, au Congo que oui,
le pouvoir avait le droit, disons, d'organiser un référendum pour changer la Constitution. Et ce qui était loufoque, je me permets le mot, c'est que quand le journaliste pose la question, le journaliste congolais lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce que l'on va changer dans cette Constitution qui n'existe pas dans la précédente? Le professeur Glélé a dit qu'il n'avait pas encore lu le projet. Il demande, il soutient le changement sans avoir lu ce qu'il y a dans disons, dans le nouveau texte, c'est-à-dire dont on sait que l'essentiel, effectivement, de ce texte, disons, de cette de constitution, c'était effectivement, disons, le déverrouillage des mandats, de la limitation des mandats. Et donc, vous voyez, nous savons également que en Russie, il y a la limitation des mandats. Vous savez, le coup de passe-passe qu'il y a eu entre Poutine et Medvedev. Oui. Donc, ils respectent chez eux-mêmes, même si on voit, disons, la subtilité, ils respectent la limitation des mandats, disons, en Russie, mais ils disent qu'au Congo, ben oui, ils sont libres de ne pas la respecter. Nous savons que la limitation des mandats, c'est une règle de bon sens. Et dans le cas du Congo, peut-être un cas que la plupart des compatriotes ne savent pas. La particularité de l'histoire politique congolaise, c'est que la sortie des présidents de la République a toujours été un moment d'humiliation, un moment de sang, un moment, je veux dire, d'indignité. Pour tous les présidents de la République. La seule exception, ça a été Sassou Nguesso en 1992, et grâce aux principes démocratiques qui avaient déjà été élaborés à ce moment-là, pour montrer justement la particularité du Congo. Si Sassou Nguesso a pu s'en sortir en 1992, c'est grâce à la pédagogie de la conférence nationale. Et on aurait pensé que cette particularité aurait poussé l'homme en place justement à entretenir les principes démocratiques. C'est tout à fait le contraire. Et donc, quand j'entendais effectivement certaines personnes, le ministre du pouvoir autocratique, M. Thierry Mongala, dire que oui, on pouvait changer, mais la question que je me suis toujours posée, c'est la suivante. Mais au fait, pourquoi ils avaient retenu ce principe, la limitation du mandat? Qu'est-ce qu'ils avaient justifié? Parce que les raisons qui avaient justifié la mention de la limitation des mandats, ces conditions existent aujourd'hui. Pourquoi l'avait-il retenu avant et pourquoi il doit l'effacer aujourd'hui? Au lieu d'aller chercher ailleurs où j'ai écouté des gens, je vais dire, se perdre dans des considérations doctrinales pour dire au nom de tel principe, au nom de la démocratie, au nom de la souveraineté du peuple. Tout le monde sait que si on avait retenu la limitation des mandats, c'est parce que les élections transparentes n'existent pas encore en Afrique. Tout le monde sait que si on avait retenu la limitation des mandats en Afrique, c'est parce que les sorties des présidents de la République sont toujours des sorties violentes et humiliantes. C'est des sorties barbares. Et le Congo constitue une parfaite illustration de ce que je suis en train de dire. On aurait souhaité que pour la première fois, qu'il y ait un président qui sorte avec un minimum de considération. Et bien voilà que le pouvoir en place, M. Sassou Nguesso, nous confirme que la conquête, l'exercice, la sortie du pouvoir reste un Far West, c'est-à-dire un fait de force. C'est regrettable. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on va faire avec vous l'exégèse en fait de ce nouveau texte. Donc aujourd'hui, le Congo a une nouvelle constitution, donc c'est du 25 octobre ou encore du 6 novembre pour certains, enfin c'est la constitution de 2015. Il y a énormément de choses. Celle de 2002, il y avait aussi des choses. On ne va pas revenir en 2002. Par contre, je voudrais juste vous, en tant que spécialiste, vous nous disiez en fait comment déjà avez-vous reçu cette nouvelle constitution et quels sont les points ou les articles qui vous marquent ou qui vous interpellent dans le bon ou dans le mauvais sens, il faut le dire ainsi. De façon générale, je ne me contredirai pas, je ne serai pas anachronique et dire si, non. De façon générale, mon point de vue est que cette constitution, d'un point de vue juridique, doit être considérée comme une constitution inexistante. C'est la même chose que j'affirme en ce qui concerne le texte de 2002. Et je disais, dans l'analyse du texte de 2002, que ceux qui considèrent ce texte comme une constitution ne devraient pas s'étonner qu'on leur refasse le même coup. Nous y sommes là. Mais la grande leçon, surtout de cet épisode, c'est celle qui consiste à démontrer que le président de la République est au-dessus de la Constitution. Autrement dit, la Constitution, dont le rôle historique, c'est de limiter le pouvoir, ne joue plus ce rôle-là. C'est le président qui détermine la Constitution. C'est le président qui est, je vais dire, disons, en fait, le souverain, le véritable souverain. Donc, de ce point de vue, je préfère vous dire tout de suite qu'au-delà de certaines
dispositions que l'on pourrait qualifier effectivement, disons, de positives, disons, de ce texte, en réalité, très honnêtement, c'est la poudre aux yeux, c'est du marketing, ça n'a aucun sens. L'épisode dernier démontre que plus rien ne peut résister à la volonté du pouvoir en place. Et que de ce point de vue, si on pouvait être tenté de dire que, ben oui, on préfère un régime, dit-on, mi-parlementaire ou mi-présidentiel au régime présidentiel, je considère que ça ne veut rien dire à partir du moment où le pouvoir démontre que il peut, disons, de façon tout à fait, disons, irresponsable, c'est-à-dire sans être sanctionné, violer la Constitution et ne pas en tirer les conséquences. Donc, de ce point de vue, je ne participe pas à cette action qui consiste à faire uniquement une lecture exégétique de la Constitution en disant que ceci est bon, ceci est mauvais, en sachant d'avance que le pouvoir peut ne pas s'appliquer une disposition qu'il a retenue lui-même. Voilà ce que je peux dire globalement, disons, de ce texte. Alors, moi, je vais faire peut-être l'exercice à votre place. On va parler des avancées. Quand vous avez cité Thierry Mongala, c'était l'un des arguments qu'il a avancé sur des plateaux quand il est passé ici en France, en expliquant qu'il y a quand même aujourd'hui une disposition constitutionnelle qui abolit la peine de mort et qu'aujourd'hui, tout condamné au Congo, quel que soit le motif de sa condamnation, notamment quand il s'agit de crime, ne peut plus subir le châtiment de la mort. Est-ce que là, vous pensez que cette disposition constitue en elle-même une avancée? Du point de vue du pouvoir, c'est d'abord de la communication politique. Ça, il faut, disons, ne pas se méprendre là-dessus. C'est de la communication politique. Mais d'un point de vue beaucoup plus profond, je vais dire ceci. Je pense que l'histoire politique congolaise commande de ne pas retenir, de ne pas, disons, effacer la peine de mort en ce qui concerne les crimes à caractère politique. Autant pour les crimes de droit commun, on peut penser que, oui, on peut retenir la peine de mort, mais l'histoire politique congolaise, c'est une histoire de sang. C'est des crimes politiques prémédités qui se sont reproduits dans l'histoire. Lisez l'ouvrage, disons, de M. Obenga sur l'histoire sanglante du Congo-Brazzaville, même s'il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire sur la façon dont, effectivement, il a voulu, en quelque sorte, faire un peu l'équilibrisme pour dire, ben oui, ce n'est pas lié à la personne de celui qui est en place, mais que ça a pu été ainsi. Mais de ce point de vue, si on devait être conséquent, si pour une fois on devait effectivement être, je veux dire, un peu sérieux, on dira que oui, peut-être en ce qui concerne les crimes de droit commun, mais pour les crimes politiques, je pense que la leçon que l'on doit en tirer, c'est que justement, on ne devait pas retenir l'effacement de la peine de mort en ce qui concerne les crimes à caractère politique qui nous ont coûté quand même des dizaines de milliers de morts. Ce n'est pas rien. Celui qu'on ne pourrait pas poursuivre par rapport à cette nouvelle constitution, c'est le président, puisque l'article 96, en fait, le met quasiment dans une sorte... Qui, pour une fois, démontre encore, disons, le caractère unique de ce texte-là. Voilà. Je rappelle dans le petit, la petite réflexion que j'ai faite sur ce texte, j'ai parlé effectivement, disons, du permis de tuer, de piller, et que c'est sans équivalent ailleurs. Hein. Ça, faut le dire tout de suite. On a parlé de la peine de mort, on parle aussi, par exemple, de la place des jeunes. Désormais, un jeune Congolais, à partir de 18 ans, peut être élu député. À 30 ans, il peut devenir président de la République. J'ai parlé, sur ces questions-là, j'ai parlé de ce qu'on appelle, disons, en droit, disons, des cavaliers constitutionnels, c'est-à-dire que des dispositifs qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Honnêtement, je vais l'expliquer. Allez-y. Quel intérêt y a-t-il à constitutionnaliser le statut des jeunes, des handicapés, des femmes et, disons, des sages ou, disons, des anciens parlementaires? Quel est l'intérêt? C'est-à-dire, ça change quoi entre, effectivement, l'élaboration de ces dispositifs par une loi ou même, disons, une loi organique? Plus de protection, peut-être, non? Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire puisque si on adopte une loi organique ou même une loi, à partir du moment où cette loi est conforme à la Constitution, c'est-à-dire que si effectivement, je répète, la juridiction constitutionnelle jouait bien son rôle, tout simplement, on se dirait, la loi a été régulièrement adoptée, elle est conforme, effectivement, disons, aux principes essentiels, disons, parce que, il faut peut-être le dire clairement, vous savez, la Constitution pose des principes. Une fois que le principe est adopté, le principe, disons, est mentionné dans la Constitution, la loi ordinaire, c'est-à-dire donc une mesure législative, se charge effectivement de donner corps à ce principe.
Or, l'impression, pour faire du marketing politique, pour justifier effectivement ce qui est périphérique, mais alors que l'essentiel effectivement était ailleurs, c'est-à-dire le déverrouillage, la limitation des mandats, on a voulu effectivement appâter ou disons tromper les gens en disant qu'il y avait effectivement, c'était le travail de M. Mongala, qu'il y avait effectivement la constitutionnalisation, la décentralisation des différents corps. Mais sur le fond, ça ne change rien, mais alors absolument rien. La Constitution aurait pu tout simplement... Ça existe déjà, d'ailleurs, certains principes existent. On parle déjà de la décentralisation dans les différents textes congolais précédents. On parle, disons, des femmes de façon générale. Donc, une loi déjà qui parle de 30% lors des élections. Voilà. Donc le principe pouvait être là, et puis la loi ordinaire se charge effectivement d'aménager ce principe qui existe dans la Constitution. Donc, je vous le dis, la constitutionnalisation telle qu'on en a parlé participe tout simplement du marketing et intègre ou inaugure ce que moi j'ai appelé les cavaliers constitutionnels, c'est-à-dire donc tout simplement un non-sens. Voilà. Voilà, Félix Wakunampele, on arrive à la fin de cet entretien. On ne se limiterait pas sur le non-sens, on va chercher du sens avec vous. Aujourd'hui, par rapport à cette analyse que nous avons faite avec vous, partant de votre histoire, de l'histoire du Congo, de cette histoire que nous vivons aujourd'hui, quel serait votre message d'abord aux Congolais et ensuite au personnel politique congolais? Au personnel politique et à nos compatriotes, je dirais d'abord ceci de façon générale. Nous sommes au XXIe siècle. Et que les comportements politiques dominants au Congo sont plutôt des comportements, hélas, disons-le clairement, barbares. C'est regrettable que l'on en soit encore là. À régler, disons, ce qui pouvait être considéré tout simplement comme des crises politiques par le crime. Donc, la première des choses que je souligne à cet égard, c'est de dire qu'il est temps qu'on sorte de cette logique du crime, de cette banalisation du crime. Ça, je vous le dis très honnêtement, c'est quelque chose de choquant. Aujourd'hui, vous êtes en France et vous allez partout, vous voyez qu'il y a des Congolais formés partout, dans toutes les provinces. Quand vous allez, vous trouvez des Congolais, mais dans des formations multiformes. Et quand j'imagine un seul instant que ces Congolais auraient pu rendre des services au Congo, mais qui sont obligés de vivre à l'étranger uniquement parce qu'il y a la crainte pour leur propre vie, je me dis c'est vraiment regrettable. Donc, le message de façon générale, c'est celui-là. C'est de dire qu'il faut vraiment terminer cela. Mais je dirais particulièrement au pouvoir en place qu'il faut qu'ils sortent de cette barbarie. Voilà. Les Congolais, ce n'est pas du bétail. La Constitution, ce n'est pas du Kleenex. On ne peut pas continuer à humilier les Congolais comme ça. Mais en même temps, je demande aux Congolais de prendre conscience de leur pouvoir. Sassou Nguesso n'est pas au-dessus du peuple. Le peuple a tous les moyens de mettre ce pouvoir en difficulté. Il faut qu'il sorte de cette forme d'inhibition qui consiste à penser que nous avons en tête un pouvoir digne. Le pouvoir tel qu'il existe au pouvoir, disons qu'il existe au Congo, est indigne. Indigne d'abord parce que, vous voyez, les comportements à l'occasion de la dernière séquence dont on a parlé, aucune élection au monde ne s'organise à huis clos. On n'organise pas une élection dans un état d'exception, c'est-à-dire dans la pression, dans, l'illégalité totale, comme ça a été fait, jusqu'où il va s'arrêter. Donc, de ce point de vue, les Congolais doivent prendre conscience que le pouvoir est entre leurs mains. C'est à eux, effectivement, de mettre le pouvoir en difficulté et qu'ils sortent de cette idée qu'ils ont à la tête un pouvoir digne. Le pouvoir au Congo est indigne et que, de ce point de vue, il mérite d'être traité comme tel. Auprès de l'élite, je dirais une chose. J'ai parlé, entre autres, aujourd'hui, de cette forme, disons, de contre-élite. Je n'innove rien, mais M. Achille Bembe parlait déjà, vu effectivement les comportements politiques de l'élite dans la sous-région d'Afrique centrale, lui parlait déjà effectivement de cette contre-élite pour dire que pratiquement la grande majorité de l'élite en Afrique centrale s'est compromise avec le pouvoir et que de ce point de vue, il fallait réfléchir à une contre-élite. Je participe effectivement à cette idée et cette élite doit comprendre, et j'en suis convaincu, que l'intelligence est au-dessus de la force. Qu'avec l'intelligence, on peut mettre bon nombre de choses en place pour effectivement mettre en difficulté le pouvoir indigne du Congo-Brazzaville et que de ce point de vue, tout reste à faire parce que je suis sûr
on n'a pas suffisamment exploité, je veux dire, cette matière grise qui est capable de bon nombre de choses. Elle l'a démontré ailleurs, dans d'autres parties du monde, pourquoi pas au Congo-Brazzaville, et que de ce point de vue, elle doit se mettre au travail. Voilà. Est-ce que l'ébauche de cette contre-élite, est ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple, avec l'avènement des réseaux sociaux, des hommes et des femmes qui osent, qui parlent, qui témoignent, qui écrivent et qui prennent position par rapport à la situation actuelle? Mais ça y participe. Mais par exemple, la leçon que l'on peut tirer, là, disons, de ce qui s'est passé dernièrement, on a vu comment, par exemple, disons, le pouvoir de Brazzaville se rendant compte que, oui, avec les réseaux sociaux, bon nombre de choses peuvent se faire, eh bien, il a tout bloqué. Le pouvoir a tout bloqué. Nous savons qu'au Burkina Faso, ils avaient anticipé sur cette affaire-là. Ils savaient que le moment venu, le pouvoir, disons, burkinabé, effectivement, tenterait effectivement de bloquer, disons, les réseaux sociaux. Ils avaient anticipé, effectivement, du Canada, un compatriote m'a dit qu'ils avaient prévu cette situation de telle sorte que, malgré l'emprise du pouvoir, qu'ils puissent continuer, effectivement, à faire passer le message. Donc, cet élément, par exemple, démontre à quel point nous n'avons pas suffisamment anticipé. Nous savons que les messages sont au couteau, Brazzaville. Nous savons que la plupart des opérateurs téléphoniques, disons, sont liés au pouvoir. Hein? Donc il y a peut-être des choses qu'ils font que certains, par exemple, ne connaissent pas. Donc de ce point de vue, je lui dis que cette intelligence se mette au travail et trouve des voies pour permettre aux Congolais de retrouver la voie de la démocratie. Nous en avons des moyens, les Congolais en ont des moyens et qu'ils se mettent au travail. Comment s'organiserait-elle cette intelligence? Un peu, est-ce que sous forme de parti politique, on voit que le modèle parti politique aujourd'hui est quand même assez décrié, est sous forme de collectif, un peu comme Yanamar en fait, ou Balai Citoyen, qu'on a vu que ce soit au Sénégal ou encore au Burkina Faso? Certainement pas sous forme de parti politique, parce que dès le moment où on dit parti politique, ça dit ambition et ça dit, je vais dire forcément, disons, compétition. Donc les chemins sont connus. Au bout d'un moment, disons que les ambitions personnelles vont l'emporter sur l'intérêt collectif. Donc certainement pas sous forme de parti politique, mais sous forme, disons, de société civile. Les Congolais, l'élite congolaise, selon effectivement les différents profils de formation, peut effectivement, disons, travailler en se disant d'abord, être convaincu que, et c'est bel et bien le cas, que le pays est en danger, que nous sommes là, disons, devant une mauvaise passe et qu'il faut effectivement trouver des solutions. Si déjà sur ce principe on s'accorde, je pense que le reste devait aller de soi, mais certainement pas sous forme de parti politique. Le terme classique, c'est tout simplement la société civile. Voilà. Alors, pour les habitués du pavé parisien, en fait, on n'a jamais vu autant de Congolais manifester, notamment après tous les événements de Brazzaville et de Pointe-Noire. On se rend compte aujourd'hui que ces hommes et ces femmes qui arrivent, en fait, aujourd'hui, qui participent à ces manifestations, comment les capter pour continuer, en fait, à porter un peu cette parole contestataire ou cette contre-élite, en fait, à participer de manière plus active. Vous savez, c'est traditionnel, je ne vous apprends rien. Il y a un élément négatif qui parfois animait les Congolais, c'était la réserve ou la suspicion de l'autre. Et cet élément, je pense, a été, disons, un obstacle, effectivement, disons, à l'engagement de beaucoup. À l'engagement de beaucoup. Voilà. Moi, je suis en France, vous-même, vous savez, je n'appartiens à aucune structure politique. Même si, dans le cadre, disons, de la conception et de la prospective, hein, c'est qu'il m'arrive parfois d'écrire et de sortir sous forme de réflexion, participe effectivement, disons, de cette forme d'organisation ordinaire qui n'a rien, disons, d'un groupement ou d'un parti politique. Donc, je veux dire que cette suspicion, cette réserve des Congolais à l'endroit d'autres nous joue des sales tours. Et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas tout de suite parler, disons, en termes de parti politique ou d'organisation avec des ambitions que l'on connaît, sinon, c'est l'impasse, disons, garantie. Bon, mais quand je vous ai dit à un certain moment qu'il fallait arrêter cette idée de président de la République, mais si par exemple on dit tout de suite que le but recherché, ce n'est pas, disons, l'élection, ce n'est pas un président de la République, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'on aura fait, disons, un grand pas, effectivement, dans la solution au problème? Voilà. De façon concrète, prenons l'hypothèse où on dit, bon, nous tenons effectivement à sortir de cette situation, nous allons soutenir un individu, pas pour qu'il soit président, mais qu'il soit en quelque sorte l'alternative à la situation telle qu'est au Congo, et que cet individu, sur la base d'un pacte que l'on aurait signé, aura pour mission, une fois qu'effectivement on aura pu, disons, assurer l'alternance
non pas, disons, l'alternance démocratique, mais l'alternative démocratique, je précise bien, eh bien, celui-là va se charger, je vais dire, d'assurer une transition selon les conditions qu'on aura étudiées avant. Vous voyez? C'est là l'une des solutions. Difficile de terminer cet entretien, mais il faut quand même qu'on puisse, qu'on puisse l'arrêter. Oui. Une dernière question. Je vous en prie. Aujourd'hui, quand on entend et qu'on voit dans la diaspora une organisation assez spécifique, déjà une diaspora désorganisée, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de groupement institué qui permette aux gens de pouvoir les représenter ou encore parler en leur nom. Chacun essaie de parler comme il peut. Dans la situation politique actuelle, on voit naître deux positions. L'une qui consiste à mettre en place un Conseil national de transition, vous avez entendu parler aujourd'hui, Oui. sur la place de Paris, donc des gens qui se réunissent pour dire désormais qu'est-ce que va être le Congo de demain avec une transition sans Denis Sassou Nguesso, et d'autres qui estiment que ce procédé ne convient pas ou ne conviendrait pas en fait au Congo, d'autant plus que toute légitimité doit être tirée des urnes quand on parle de démocratie. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces deux démarches? Bon, déjà, je dis tout de suite que, par expérience, je me méfie, disons, des initiatives hâtives. Voilà. Et ça caractérise les Congolais. Chaque fois, comme ça, dans la foulée, on crée une structure et après, on se rend compte que, disons, on n'avait pas réfléchi sur tel aspect, tel autre. Vous savez, il y a quelque temps, on a parlé des assises, hein, il y a une année, en gros. Tout à fait. Voilà, il y a eu du bruit là-dessus, et puis ça a donné ce que ça a donné. Vous savez, j'avais fait une petite réflexion là-dessus, sur lesquelles les Congolais m'ont reproché effectivement d'être un peu critique. De casser la dynamique. Oui, j'avais dit que c'était un placebo, avec point d'interrogation pourtant, parce que je disais que ce n'est pas, disons, l'alternance démocratique qu'il fallait chercher au Congo, mais la restauration démocratique. Et voilà. Eh bien, nous en sommes où là? Voilà. Donc oui, aujourd'hui CNRT, non, je pense, soyons sérieux, je pense qu'il faut faire une lecture profonde de la situation, commencer par, je vais dire, chercher des principes actifs qui permettent effectivement d'aller très loin dans, je vais dire, disons, les dispositifs essentiels qui permettraient de mobiliser les Congolais et d'anéantir les obstacles qui, jusque-là, empêchent les Congolais de peser de tout leur poids, disons, dans ce qui se passe au Congo. Vous vous rappelez certainement Guy Nenga, la transition escamotée. La transition congolaise, donc, de 91 n'a pas résolu le grand problème. Sur les questions, on avait, de façon tout à fait pertinente, fait le recensement des problèmes, mais on n'a pas commencé à résoudre ces problèmes. Et quand le président, disons, le président Issouba est élu, il se retrouve avec tous ces problèmes importants qu'on avait soulevés pendant la conférence nationale, mais qui n'avaient pas connu un début d'exécution. Et je ne cesse de dire dans le cas du Congo. Imaginons, prenez l'hypothèse où demain un président est élu qui n'est pas autre, qui est autre que celui qui appartient, disons, au grand pouvoir. Il faudra qu'il résolve la question des biens mal acquis, qui est une question lourde. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas 10-15 milliards, mais en milliers de milliards de pillages de nos ressources qu'il faut parler. Il faudra qu'il résolve la question des crimes massifs. Il faudra qu'il résolve la question de l'exploitation du pétrole congolais. Il faudra qu'il résolve le problème des antivaleurs qui se sont ancrées dans notre pays. Est-ce que vous imaginez un seul individu au Congo, ou même ailleurs, qui aurait le profil pour résoudre ces problèmes? Mais il faut qu'effectivement, il y ait une transition qui permette effectivement l'esprit commun, c'est-à-dire le collectif, de commencer à résoudre ces problèmes pour que, je l'ai déjà écrit, pour que le Congo soit présidable, entre guillemets. Dans le contexte de l'heure, je suis convaincu qu'il n'y a aucun individu pour présider le Congo, même après ce système, parce qu'on s'est ancré effectivement dans les antivaleurs. Mais vous savez qu'il y a 3 éléments qui sont constants dans l'histoire politique congolaise, notamment chez M. Sassou. L'asphyxie financière. Chaque fois, il procède de la même façon. Il asphyxie le régime qui va venir de telle sorte qu'il ne puisse pas diriger. Deuxième élément, la déstabilisation militaire. Deuxième élément, c'est constant dans notre histoire politique. Nous savons aujourd'hui ce qu'est l'armée congolaise. Ceux qui se connaissent bien sont réservés sur la nature républicaine de cette armée et ce n'est pas faux. Et troisièmement, la question tribale, la question, disons, régionaliste. Ce n'est pas rien. Moi, j'ai toujours pensé, et notamment dans le cadre de l'élaboration d'une constitution véritablement adaptée, qu'il faudra un jour effectivement prévoir une haute autorité de lutte contre les pratiques tribales. Voilà.
ce ne serait pas une autorité administrative indépendante, mais une autorité constitutionnelle indépendante. Voilà. Qui se charge? Vous savez, donc, ici, il a existé une autre autorité de lutte contre les discriminations. Pourquoi dans le cas du Congo, pourquoi dans le cas des pays africains, on ne parlerait pas, disons, une haute autorité pour l'unité nationale et donc contre, effectivement, les pratiques tribales? En Afrique, le tribalisme et le régionalisme sont inséparables de la dictature. Ce n'est pas que, je ne veux pas dire par là que le but, disons, de la dictature, c'est cela. Mais la dictature les utilise pour cela. Sinon, le but d'un pouvoir, partout, de façon universelle, c'est le même, c'est d'abord et avant tout le pouvoir. L'ethnie et la tribu ne sont qu'un moyen. Mais, dans nos comportements, cette idée est ancrée. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, notamment la question de la cession du pays. Mais c'est sur ça que je voulais vous relancer pour terminer, parce qu'aujourd'hui, suite aux récents événements du 20 octobre à Brazzaville, on a bien compris que certains partisans de la thèse sécessionniste, en disant qu'aujourd'hui le Congo devrait se séparer, notamment avoir un Congo Nord et un Congo Sud. On voit très bien M. Modeste Boukadia et Prosper Poitipangu qui sont en train de s'organiser avec toutes les références officielles, en ayant un drapeau, en ayant une devise, en faisant toute la démarche auprès de l'ONU afin de séparer le Congo, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une partie du Congo ne se reconnaît pas dans la pratique du pouvoir qui est celle d'aujourd'hui. Vous en pensez quoi? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Donc, il faut dire que ces idées ne naissent pas du hasard. Elles sont les conséquences des pratiques qu'on a effectivement, disons, dénoncées, décrites ici. Et donc, de ce point de vue, premièrement, le plus mauvais choix qu'on puisse faire, c'est de répondre par le mépris à cela. Ça doit être mis sur la table. Ce n'est pas mon point de vue, mais il faut bien se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais surtout comprendre que le but d'un pouvoir, ce n'est pas le tribalisme et le régionalisme. C'est là justement, disons, je vais dire, l'erreur dans ces théories. C'est-à-dire que j'ai l'habitude parfois de faire rire certains compatriotes. Je disais que si Sassou Nguesso était convaincu que pour rester le plus longtemps au pouvoir, il faut donner plus, disons, aux régions autres que les siennes. Il hésiterait un peu parce que ce n'est pas dans sa culture, mais en définitive, il le ferait. Puisque le but visé, c'est le pouvoir et non la tribu. Donc, la tribu, la région ne sont que des moyens. Le but, c'est le pouvoir. Et que de ce point de vue, le pouvoir dictatorial au Congo et en Afrique n'a rien de différent avec les dictatures telles qu'on les a vécues ailleurs. Donc, de ce point de vue, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien puisque le but, c'est le pouvoir et que dans ce pouvoir, nous voyons effectivement, disons, les ressortissants d'autres régions qui jouent le rôle que l'on connaît, qui est celui uniquement de donner l'impression d'un certain pouvoir national. Donc, si le principe, c'est que la tribu, la région ne sont qu'un moyen, et que la stratégie de certains de nos compatriotes qui parlent de la scission font de la tribu et la région le but du pouvoir, vous voyez bien qu'on ne parle pas la même chose. Donc, l'état d'issue du Congo, pour vous, en fait, c'est juste... Il faut mettre l'idée sur la table, chercher pourquoi, disons, on en est arrivé là, et de ce point de vue, donner une réponse sérieuse à nos compatriotes pour dire, mais voilà exactement ce qu'il faut. Ce n'est pas mon idée, mais c'est pas... maintenant, c'est de dire le Congo est un et indivisible. Oui, ils disent que c'est une utopie et que de ce point de vue, ben voilà, ça ne sert à rien. Les Congolais, on l'a vu durant cette crise toujours, s'acoquiner notamment sur rétropédalage de François Hollande, s'acoquiner désormais avec le Front National. On voit les Congolais, quasiment lors de manifestations, dire qu'il faut voter Marine Le Pen. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est une erreur, tout simplement. L'hypothèse selon laquelle le Front National peut peut-être arriver au pouvoir, aujourd'hui, on dit c'est plausible, mais que ce parti ait la majorité parlementaire, je suis convaincu qu'on ne le vivra pas demain. Autrement dit, et très simplement, Marine Le Pen peut être peut-être présidente de la République, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse avoir la majorité qui lui permette d'avoir les moyens, effectivement, disons, d'influencer, je vais dire, la politique africaine. Donc, j'ai bien peur que également, on soit dans une nouvelle là encore, utopie. donc, c'est l'émotion qui a parlé, en fait. J'en suis convaincu, je l'ai déjà dit à certains compatriotes. La raison est hélène, mais voilà. L'émotion. Voilà, voilà. C'est ça. Voilà, Félix Lokounapele, merci. Je vous remercie de m'avoir effectivement donné l'occasion de parler aux compatriotes. Et puis, j'espère que ce n'est pas la dernière fois et qu'il y aura d'autres fois. Eh bien, écoutez, nous serons très heureux de vous accueillir prochainement pour parler de tout et de rien, pas seulement du Congo-Brazzaville, mais aussi du droit. Dire le droit, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dire le droit, c'est un peu compliqué quand on analyse la situation du Congo, qu'on ait vu des juristes internationaux, en fait,
aller dans le même sens que ceux de Brazzaville et que finalement personne n'ait vu ce qu'aujourd'hui on qualifie de forfaiture. Parce qu'ils étaient partis dans le cadre de leur propre intérêt et de ce point de vue, ces juristes internationaux sont beaucoup plus allés comme mercenaires. Je sais ce que je dis, comme mercenaires que comme, je veux dire, juristes. Voilà. Donc aujourd'hui on peut parler des mercenaires du droit. Ah bien, c'est des mercenaires, disons, du 21e siècle. Hier c'était des mercenaires armés, c'est aujourd'hui des Bob Denard en plume. Voilà, donc nous saluons les Bob Denard en plume, s'il faut le dire. C'est pour terminer sur cette note humoristique. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui nous suivez, mesdames, messieurs. Merci à Nogo Kumunga Koso pour les images. Vous tous qui aujourd'hui accompagnez cette action des Ana TV du côté de Nez-sous-Bois. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.